Bonjour à tous, je suis pour quelques jours ici à Tunis pour mes activités professionnelles d'avocat, de formateur et j'aime évidemment toujours rencontrer au cours de mes séjours des personnalités d'ici, des hommes de loi, des hommes de lettres, des amoureux de la justice, de la démocratie. Et j'aime bien aussi découvrir au hasard de rencontres, d'audiences, de séminaires, également des écrivains contemporains assez méconnu et qui gagnerait, à mon avis, à être lu par de nombreux pays francophones. La littérature, elle est en effet, je pense, aussi importante que nos textes de loi, que nos écritures saintes, nos plaidoiries, nos combats quotidiens pour défendre nos clients. La littérature, elle apporte des images, des métaphores, des tournures de phrases auxquelles seuls nous n'aurions pas songé, pour nous permettre de dire, de décrire vraiment ce que l'on veut faire passer à un interlocuteur, à un adversaire, à un magistrat. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ce brillant écrivain, Yamen Manaï, que j'avais découvert lors de sa sortie de son premier roman en 2010, un roman que j'avais beaucoup aimé pour son style d'écriture, son imagination, sa fluidité rédactionnelle. Ce roman s'appelle La marche de l'incertitude. Et j'espère vous inviter à lire cet auteur, un auteur de talent, en vous faisant partager aujourd'hui 5-6 pages de ce beau roman pour vous inviter à le lire intégralement. La littérature francophone contemporaine, assez majoritairement je trouve, s'attache peut-être un peu trop à décrire le réel, à raconter la réalité. Et ce que j'aime à l'inverse chez Yamen Manaï, c'est son imagination, la place du hasard dans les scènes de son roman, dans l'intrigue, ces curiosités que l'on n'explique pas, le mystérieux, l'au-delà, que l'on connaîtra probablement quand sera venu le temps pour nous de passer dans l'ailleurs. La marche de l'incertitude, c'est un beau roman. L'histoire est belle, elle fait beaucoup de bien, elle a des côtés très drôles, d'autres plus tristes, mais tout est amené avec délicatesse, avec sensibilité. Cette histoire, c'est celle de Marie et de Christian. Il y a 11 ans, ils allaient à l'école ensemble, mais ils ne se connaissaient pas. Et puis, Marie l'a remarqué. Mais par une suite d'événements, elle en a été séparée. Et 11 ans plus tard, elle le retrouve. Et le sujet de ce roman, c'est que le hasard peut parfois avoir de beau. Le hasard ou le destin, le roman part de Marie, et au fil des pages, il va revenir sur les personnages qui l'entourent, montrant à la fin du roman, que je ne révélerai pas, eh bien que dépend de détails, d'une somme de petites choses qui vont donner lieu à quelque chose d'unique. Et ce qui est d'autant plus étonnant, c'est que les deux personnages travaillent dans la physique, dans les mathématiques, ce qui a quelque chose d'assez paradoxal en regard à cette suite de hasards, de coïncidences, montrant qu'en réalité, probablement, personne n'échappe au mystérieux. C'est une belle découverte, ce roman, La marche de l'incertitude, un style, une histoire touchante. On oscille entre Paris et Tunis, un vrai bonheur de lecture. Yamen Manaï, j'aurai vraiment grand plaisir à échanger avec vous sur votre passion pour l'écriture, ce goût pour l'inexpliqué, sur vos sources d'inspiration. Lors de mon retour très prochain ici à Tunis, je suis certain que le hasard, la grâce de rencontres d'un continent à l'autre, devenu aujourd'hui plus envisageable, plus fluide, permettra la rencontre d'un homme de loi et d'un homme de lettres mystérieusement
bien plus scientifique que le juriste que je suis. Écoutons la plume de cet écrivain. Chapitre 2. Le hasard, maître des dés, avait décidé de recroiser leurs chemins. Elle fanait comme une fleur qui perdait chaque jour un nouveau pétale. Ni sa mère, ni son beau-père n'avaient remarqué qu'elle ne mangeait plus, puisqu'ils se trouvaient rarement réunis à table tous les trois. Quand sa mère, grande victime de la mode, s'aperçut qu'il manquait quelques kilos au corps de sa fille, elle ne s'inquiétait pas. Elle crut qu'elle était, comme elle d'ailleurs, atteinte par la fièvre du sexy, qu'elle s'était mise au régime pour pouvoir exhiber fièrement les ficelles de son string par-dessus son jean, comme toutes les lolitas qui passent en boucle à la télé. Mais quand la petite commença sérieusement à ressembler à un cadavre, elle l'emmena chez le médecin en priant Dieu, dont elle ne se rappelait l'existence que très occasionnellement, pour qu'elle ne soit pas anorexique. Le médecin qui l'examina des orteils jusqu'à la pointe des cheveux ne trouva aucun mal à faire son diagnostic. L'estomac de votre fille est aussi rétréci que celui d'un écureuil. La mère essaya de discuter avec sa fille des raisons de sa grève de la faim, mais cette dernière avait allié la parole à sa grève. Elle essaya aussi de la forcer à manger, mais c'est à peine si elle réussissait à lui faire avaler un fruit. Mais quand elle l'a surpris dans sa chambre, écoutant une chanson de rock voisine, les yeux en larmes, tout de suite, elle comprit. Marie était amoureuse, et quand on est amoureuse à 15 ans, on ne mange plus. En fait, il n'y avait pas que Marie qui était amoureuse de lui, mais c'était elle, de loin, la plus affectée. Elle passait sa journée à essayer de croiser son regard dans les couloirs du lycée, mais lui, comme toujours, avait les mains dans les poches de son jean délavé et le regard ailleurs. Ses yeux noirs étaient toujours à moitié clos et ses cheveux bruns toujours décoiffés comme s'il venait de se réveiller. Comme les profs ne demandaient jamais à voir ses parents, même lors des réunions d'orientation, toutes sortes de rumeurs couraient sur lui. On disait qu'il était orphelin, qu'il avait grandi dans la rue, et qu'il avait lui-même choisi son nom, ayant commencé à parler avant que quiconque ne le nommât. Il ne parlait pas beaucoup, et passait les récrés à lire des livres de poche. Dans un plan d'approche compliqué que seule l'imagination d'une adolescente amoureuse pouvait élaborer, Marie tenta de glisser son regard sur la couverture de son bouquin. Elle voulait savoir qui en était l'auteur pour s'acheter une de ses œuvres et se voyait s'asseoir à côté de lui sur le banc. La surprise qui se dessinerait alors sur son visage laisserait ensuite place à la curiosité et à l'intérêt. Ils se parleraient et l'amour trouverait son étincelle. Ah, l'amour et ses doux baisers qui peuplaient ses rêves. Mais sentant son regard, il leva vers elle des yeux paniqués, puis rangea précipitamment son livre. Il lui fit un sourire embarrassé avant de se lever et de partir à toute vitesse. Depuis, Marie ne mangeait plus. Sophie, sa mère, était heureuse que l'amour soit la cause de la grève de la faim de sa fille. Mais malgré ses tentatives de discussion répétées, elle n'arriva pas à la convaincre que ne pas manger ne servait à rien, sauf à l'enlaidir, et que ça lui coûterait à la fois sa santé et son amoureux. La jeune fille fanait comme une fleur qui perdait chaque jour un nouveau pétale. Ayant déjà l'ouverture d'esprit nécessaire et le désespoir suffisant,
Elle traîna sa fille chez un marabout sénégalais sur le conseil d'une voisine de quartier antillaise. Ce marabout, Hadj Suleiman, dont elle lui fit l'éloge, était spécialiste des chagrins de cœur, et sa magie noire rendait à sa femme l'époux infidèle et aveuglé de passion celui qui y semblait le plus indifférent. Elle-même y avait eu recours en jetant un sort à son mari, qui avait l'instinct de conservation plus développé que celui du reste des hommes, et qui n'arrêtait pas de semer ses spermatozoïdes ailleurs qu'au champ conjugal. Suleiman lui avait rétréci le sexe de plus de la moitié, et le voilà maintenant qui n'ose plus découcher, ravalant sa honte avec son pénis d'enfant. Sophie attendit son tour sur un pouf dans un salon tapissé de fourrure pourpre de chèvre, en regardant d'un œil inquiet les tableaux bizarres et les inscriptions dans une langue inconnue sur les murs qui se déshabillaient de leur peinture blanche. Marie avait le regard ailleurs. La faiblesse de son corps ne permettait pas à son esprit de comprendre que son sort était désormais entre les mains du surnaturel. Des gens de tous âges et couleurs étaient assis, et tous transpiraient et respiraient profondément en silence dans l'attente du miracle. L'atmosphère était lourde et l'air âcre. Quelques mouches volaient d'un mouvement circulaire perpétuel, comme si elles étaient prisonnières d'une spirale invisible du temps. Une grosse dame noire, assise sur le pouf voisin, commença à discuter avec Sophie, écouta d'une oreille attentive ses malheurs et la rassura sur le sort de sa fille. Tous ceux qui ont mis leur destin entre les mains du Hadj Suleiman en remercient le bon Dieu aujourd'hui, lui dit-elle. Puis elle s'excusa pour aller aux toilettes. 5 minutes plus tard, une autre dame invita Sophie à rentrer dans la chambre du sorcier. Le décor était le même que celui du salon, à part les quelques vipères et scorpions embaumés dans des cages de verre. Le Hadj, qui était accroupi sur un tapis au fond de la pièce, se leva et fixa de son regard perçant la mère et la fille. Il était assez âgé, noir, grand et maigre. Sa barbe blanche descendait jusqu'à sa poitrine, et le blanc de ses yeux était rouge. Ses mains et son cou étaient marqués par la lèpre. À sa bouche manquaient quelques dents. Il portait une djellaba blanche et tenait un chapelet entre les longs doigts de sa main droite. Sophie frissonna à sa vue et eut du mal à regarder dans les yeux l'homme qui lui semblait sorti tout droit des pages des 1001 nuits. Comme s'il avait deviné ce qui lui passait par la tête, il lui dit d'une voix profonde: « Approchez, Sophie, n'ayez crainte. Vous avez bien fait de m'amener Marie. » Sophie trembla comme une feuille et eut la certitude que l'homme qui se tenait debout, devant elle, communiquait avec quelques esprits d'un autre royaume. Comment expliquer sinon qu'il sache comment elle s'appelait avant même qu'elle n'eût ouvert la bouche? Il s'avança, tint chacune d'elles par la main et les fit s'asseoir sur le tapis avant de s'accroupir devant elle. Marie commença à frissonner à son tour, mais sa langue demeura trop lourde pour prononcer le moindre mot. Suleiman mit sa main gauche sur la tête de la jeune fille, et sa main droite défilait frénétiquement sur les graines du chapelet. Il récitait, les dents serrées, des phrases incompréhensibles, et de temps en temps gesticulait, si brusquement que Sophie
en était prise de peur. Après quelques minutes, il enleva sa main de la tête de Marie et s'adressa à Sophie. Christian n'est qu'une partie du problème. Je savais que Marie était la cible d'un mauvais œil dès qu'elle est entrée dans mon appartement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Demanda Sophie, d'une voix à peine audible. D'abord, je vais lui enlever le mauvais œil. Ensuite, on s'occupera de ce Christian. Hadj Suleiman ouvrit un placard et en sortit du coton, un paquet de raisins secs et une bobine de fil en nylon. Il coupa 1 mètre de fil, y accrocha au bout un raisin sec et l'enveloppe de coton. Puis il demanda à Marie de l'avaler. Marie s'accrocha au bras de sa mère et pour la première fois depuis des jours, la regarda dans les yeux et dit d'une voix étouffée: « Maman. » Sophie lui caressa les cheveux. « Fais ce qu'il te demande, ma chérie. » Elle finit par avaler. Suleiman tenait entre son pouce et son index le fil qui descendait progressivement dans son œsophage, jusqu'à son estomac. Il commença alors à tirer doucement dans le sens inverse. Et plus il tirait, plus Marie suffoquait. Puis, arrivant presque à la gorge, il tira d'un coup avec force. Et il tomba par terre avec le raisin sec enveloppé de coton, un petit bout de papier sur lequel étaient inscrits des signes étranges et un œil. Sophie s'évanouit sur le champ, mais elle fut réveillée rapidement, avec de l'eau de jasmin, par l'assistance du Hadj. Elle prit dans ses bras son enfant qui tremblait dans un coin de la pièce et lui dit: « T'inquiète pas, ma chérie, c'est fini. » Hadj Suleiman était accroupi au même endroit et tenait une poule noire qu'il caressait de ses longs doigts. « N'ayez crainte, mes filles. On a chassé le mauvais œil et maintenant on va guérir l'amour en deuil. » Et avant même de finir sa phrase, la poule pondit un bel œuf bien rond. Il jeta la poule dans un coin de la pièce, tint l'œuf entre ses mains et murmura de longues phrases. Puis il traça avec une plume des signes sur sa coque et tendit l'œuf à Sophie. « Celui qui mangera cet œuf, cru ou cuit, tombera 3 jours après, amoureux de votre fille, et ne pourra plus vivre 1 seconde sans elle. » Elle quitta la tanière du Hadj. Sophie avait la certitude d'avoir sauvé sa fille de la route de la perdition tracée par les forces de l'au-delà. Elle mit l'œuf dans le frigo et s'enferma avec Marie dans sa chambre pour réfléchir à la manière dont elle allait le faire avaler à Christian. Le soir même, son mari, affamé par sa longue journée de travail dans une multinationale d'informatique, se fit une omelette de 6 œufs qu'il avala avec 2 bières, puis monta se coucher sans dire un mot. Le lendemain matin, quand Sophie ouvrit son frigo pour faire un gâteau avec l'œuf ensorcelé, elle constata avec effroi sa disparition et vit, alarmée, les coques cassées
à côté de la cuisinière. Elle pleura en secret pendant des heures ses 5000 francs de la veille et imagina entre ses larmes son mari aveuglé d'une passion surnaturelle pour sa fille unique. Elle tassa les affaires de Marie dans des valises et l'envoya dès le lendemain dans l'internat d'un lycée parisien. Elle lui fit croire que les pouvoirs de l'au-delà de Suleiman lui avaient révélé que son amoureux était voué à l'homosexualité et que les esprits lui avaient commandé de quitter au plus vite la ville où elle était la cible du mauvais œil. Elle fit croire aussi à son mari que changer de ville était, d'après les médecins, l'unique moyen de sauver sa fille de la momification. Marie, qui avait toujours du mal à comprendre ce qui lui arrivait, découvrit avec des yeux ébahis la grande capitale. Et quand l'un de ses camarades de classe l'emmena faire un tour sur sa Vespa dans les rues de Montmartre, puis l'embrassa avec la langue sous le Sacré-Cœur, elle oublia les yeux à moitié clos de Christian et ses dents blanches. Elle recommença à manger comme avant, et la fleur retrouva ses pétales. Quand le hasard, maître des dés, avait décidé de recroiser leurs routes, 11 ans plus tard, il avait choisi un vieux café de Paris, où l'expresso ne coûtait même pas 50 centimes de minute. Elle n'eut aucun mal à le reconnaître. Il avait toujours les yeux à moitié clos et les cheveux décoiffés, comme s'il venait de se réveiller à l'instant même. Sa tête était plongée dans un livre de poche, comme au temps où elle le cherchait impatiemment du regard dans la cour. Il portait le même jean délavé et le même pull gris. Elle eut un sourire ironique au souvenir de cette époque d'adolescence imbécile, tourna les talons et sortit du café. Elle fit à peine 4 pas qu'elle opéra un demi-tour, décidée à finalement remercier cet homme sorti du passé comme le génie d'une lampe. Mais il n'était plus là, il avait disparu. Elle revint les jours suivants à la même heure, dans l'espoir de voir sa tête décoiffée plongée dans son livre de poche, et finit au bout d'une semaine par croire à une hallucination. La vue du fantôme de Christian, sorti des griffes de l'oubli, lui permit de se soulever au-dessus de l'instant pour voir le chemin qu'elle avait parcouru depuis 11 ans. Malgré son appétit retrouvé, grâce à la Vespa et au baiser de son camarade de l'époque, le souvenir de la grande silhouette du Hadj Suleiman, de ses mains lépreuses et de sa barbe blanche, l'avait terrorisé. Et l'œil qu'il avait sorti de son estomac avait nourri ses cauchemars pendant de longues nuits. Elle en était arrivée à ne plus pouvoir regarder les gens dans les yeux, s'imaginant qu'elle allait d'un moment à l'autre en cracher un. N'ayant pas le courage de parler à qui que ce soit de son lourd secret, elle décida de se sortir elle-même de son calvaire. Elle commença par rejeter l'idée du surnaturel, des esprits et des forces de l'au-delà, se disant, pour se convaincre, que si le Hadj avait autant de pouvoir, il aurait pu manger quelques-uns de ses œufs pour soigner sa lèpre. Puis, elle essaya d'analyser les événements et de trouver leur raison d'être profonde. Elle développa du coup un esprit d'analyse remarquable. Ainsi, elle se découvrit un goût insoupçonné et immodéré
pour les sciences et les mathématiques. Motivée par une peur cachée du surnaturel et de la non-maîtrise de son propre sort. Elle finit première de son lycée au bac scientifique, effectua un cycle préparatoire et intégra l'école normale supérieure au bout de 2 ans. Elle enchaîna avec un DEA et une thèse de mathématiques qui avait provoqué un mini-séisme dans les milieux spécialisés. Et la voilà aujourd'hui, professeure à l'université de Stanford et Berkeley et directrice du département de recherche en mathématiques appliquées à l'école normale supérieure. Elle voulait revoir Christian pour le remercier, mais au bout d'une semaine, elle finit par croire à une hallucination due à sa mauvaise nuit de sommeil et à l'œuf à la coque qu'elle avait mangé le matin de ce jour-là. J'espère que la lecture de cet extrait de ce beau roman vous a incité à souhaiter le parcourir intégralement. Je vous y invite vraiment. Merci à vous, à bientôt.